Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle session du Cement Lab, en virtuel toujours. Quelques mots pour commencer d'introduction sur ce qu'est le Cement Lab, et puis on introduira ensuite les intervenants. Si tu veux dérouler les slides, Thomas. Vous arrivez à voir les slides? Alors, Une seconde, c'est en train d'arriver. Bonjour. bonjour à tous. Donc le mieux dans cette première phase, c'était de couper les caméras et puis les micros. Voilà. Hop, je fais rentrer les dernières personnes. Enfin, les dernières, je ne sais pas. Ok, voilà. Écoutez, on démarre avec le... Ah non, c'est reparti. La présentation. Voilà, donc quelques planches pour se caler techniquement et puis donc introduire le Cement Lab, donc un espace de partage au profit de l'innovation collaborative pour une mise en relation des startups, des industriels du monde du ciment et du béton, et puis des partenaires que l'on va voir sur la présentation. Je ne sais pas si tu peux la mettre, Thomas, en plein écran. On a quelques difficultés techniques, mais c'est... Si tu peux avancer, vas-y, on se cale sur la technique. Ok, donc si vous voyez le transparent, voilà, vous avez les partenaires du Cement Lab que je remercie. Du coup, je fais rentrer en même temps les personnes que je vois apparaître. Voilà. Voilà, donc les partenaires. Le slide suivant, c'est sur l'historique du Cement Lab avec des résultats concrets qu'on a obtenus en termes de collaboration effective avec soit les industriels du ciment, soit nos autres partenaires. Donc plus de 117 startups dans le vivier. Je crois qu'on va le voir dans le slide suivant, qui reprend les startups qui sont sourcées entre guillemets par Impulse Partner et qui sont donc potentiellement dans le vivier de mise en relation avec le monde de la construction. Donc sur les différentes phases, l'industrie, la production, la logistique, le chantier, et puis tout le volet application et usage. Reperdu la présentation, mais c'est pas grave. Ouais, c'est capricieux ce matin, j'en suis désolé. Juste, Bon, de on toute s'est calé. façon, on va pas les passer en revue les unes après les autres. C'est juste pour vous montrer que depuis 2018, en 3 ans, les choses ont bougé. On était en présentiel, nous sommes en virtuel, mais bon, voilà, dans le monde des startups, ça ne nous inquiète pas, on sait faire. Alors, juste 2 mots sur la présentation, enfin sur le thème d'aujourd'hui qu'on a choisi, un thème ambitieux, réinventons la ville. C'est un sujet qu'on a choisi parce qu'il est vraiment, il fait vraiment écho au débat d'aujourd'hui. Réinventer la ville, c'est d'abord réfléchir à comment construire la ville, sur quel espace. Et donc là, il y a des enjeux aujourd'hui de biodiversité, des objectifs d'artificialisation, de zéro artificialisation nette, qui vont nous obliger à penser différemment comment construire, plus dense, la ville sur la ville, à mieux exploiter les sous-sols, la réhabilitation des friches industrielles. Donc ça, c'est vraiment des thématiques d'actualité. Réinventons la ville, c'est aussi repenser l'usage des bâtiments. Donc, est-ce qu'il faut démolir, réhabiliter? Est-ce qu'il faut reconvertir? Est-ce qu'il faut éco-concevoir pour penser la multifonctionnalité des ouvrages? Parce qu'on va vivre les bâtiments différemment demain de ce qu'on les vit aujourd'hui. Donc là, il y a aussi des choses à développer qui nous semblent intéressantes, un axe intéressant. Et puis, réinventons la ville, c'est aussi un troisième niveau de réflexion sur le quartier. Donc on parle beaucoup des bâtiments, la RE 2020, la réglementation environnementale, c'est des bâtiments bas carbone, mais il y a une vraie réflexion à avoir sur le quartier. Donc penser les infrastructures, penser la mobilité douce, penser les nouveaux modes collaboratifs qui vont se mettre en place. Donc là aussi, c'est des développements potentiels, des innovations.
Le quartier, c'est également rendre la ville plus résiliente au changement climatique, penser îlot de chaleur, penser penser à la circulation de l'eau. Donc voilà, un thème très très large, hein, réinventons la ville, mais qui nous semblait qu'on a choisi pour ce premier Cement Lab de l'année, sachant qu'on aura des rendez-vous réguliers. Thomas, je te laisserai peut-être parler aussi du calendrier pour l'année, avec des rendez-vous qui seront rythmés tous les 2 mois, je crois. Tous les 2 mois Je te environ. laisserai, voilà. Donc, écoutez, un grand merci pour votre participation, merci aux intervenants, et puis je te laisse poursuivre avec la présentation justement des intervenants, Thomas. Très bien, merci beaucoup Laure pour cette introduction. Je suis effectivement ravi d'animer cette séance qui inaugure un peu un nouveau format pour le Cement Lab, donc sur l'année 2021, en distanciel. On préférait être ensemble, mais on a l'avantage avec le distanciel de pouvoir avoir beaucoup de monde, on a beaucoup d'inscrits, beaucoup de participants, donc on est très heureux de ça. Et ce nouveau format qu'on va vous présenter, l'idée c'est de faire tous les 2 mois une séquence avec des startups, qu'on avait l'habitude de le faire dans le passé, mais aussi à chaque fois des témoignages d'institutionnels et d'entreprises et d'industriels qui sont à la manœuvre. Donc ça nous paraît assez intéressant. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'écouter Benoît qui nous présentera l'approche de la Banque des territoires et du groupe Caisse des dépôts justement sur le renouvellement industriel et les friches en particulier. Puis Alexandre de Belleville nous présentera, vous verrez, des témoignages assez passionnants sur leur réalisation et sur ce qu'ils ont pu faire concrètement. Et puis, comme d'habitude, nous retrouverons 3 startups. Antonin de Telux, qui va nous parler pollution des sols, Pauline et Pierre de Citowi, qui vont nous parler anticipation des pathologies dans la construction. Et enfin, Suzanne de Builders, qui nous permettra d'imaginer comment le digital et la 3D permettent d'anticiper la ville de demain. Comme on l'avait fait la dernière fois pour ceux qui étaient présents, on vous tient jusqu'à 10h en séance plénière, et de 10h à 10h30, vous aurez l'opportunité de rejoindre chacune des sociétés et des startups dans des rooms privés qui vous permettront d'approfondir les discussions avec les uns et les autres. Vous avez des invitations qui vous ont été envoyées pour rejoindre ces meeting rooms. Voilà, et donc comme le disait Laure, l'idée c'est que tous les 2 mois on ait ce type d'intervention sur les thématiques phares qu'on a à cœur dans le Cement Lab. Donc on va aborder aujourd'hui les friches industrielles et la revitalisation de la ville. Et puis dans les séances à venir, l'économie circulaire, le bas carbone, et tous les sujets qui nous ont à cœur. Vous recevrez le planning très prochainement et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur les séances à venir qui sont programmées tout au long de l'année. Voilà, je vais arrêter de parler et laisser la parole à ceux qui ont des trucs intéressants à dire. Benoît, si vous êtes avec nous, si vous pouvez mettre votre micro et votre caméra. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être à nos côtés ce matin. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Je vous laisse peut-être vous présenter personnellement en quelques secondes et puis ensuite je vous poserai 2 ou 3 questions. Bonjour. Vous pouvez afficher votre caméra. Donc Benoît Lepezan. Ah, elle est ouverte. Bon, c'est bon. C'est bon. Bonjour à tous, donc Benoît Lepezan, je travaille à la Caisse des dépôts. Je vais vous dépeindre un peu rapidement la Caisse des dépôts, parce que c'est un grand groupe. Vous pouvez changer de slide. Vous connaissez sans doute le groupe Caisse des dépôts par différentes entrées. On a 5 métiers. Peut-être sur les entreprises, tout d'abord BPI, qui se concentre sur le financement des entreprises. On a aussi quelque chose que vous devez connaître aussi, la direction de la protection sociale, qui s'appelait auparavant retraite, la direction des retraites, qui gère 1/5 des régimes de retraite français, et aussi qui gère aussi, qui a créé à la demande de l'État le compte personnel de formation que vous devez sans doute avoir. On a deux autres directions, alors un peu plus sur la gestion financière, donc la gestion d'actifs,
comment transformer votre livret A très liquide en prêt à 60 ans pour construire du logement social pour les collectivités. Et enfin, la gestion des filiales. On a beaucoup de filiales stratégiques, notamment le groupe La Poste, dans lequel on est depuis le 1er janvier 2020 l'actionnaire majoritaire, mais aussi d'autres filiales aussi comme Transdev par exemple. Et enfin, moi je travaille à la Banque des Territoires, qui est un peu l'alter ego de BPI, le BPI s'occupant, donc, comme je vous l'ai dit, sur le financement de l'entreprise, et la Banque des Territoires s'occupant du financement des territoires globalement, c'est-à-dire par exemple les collectivités sur le logement social par exemple, mais aussi sur plein d'autres aspects en complémentarité de BPI. Vous pouvez changer de slide. Du coup, vous pouvez nous préciser le rôle de la Banque des Territoires, notamment dans le cadre du plan de relance? Oui, tout à fait. En fait, on a identifié rapidement, en tout cas un peu avant la crise et surtout pendant la crise, que la relance industrielle, en tout cas la réindustrialisation du pays, était vraiment quelque chose de prégnant et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. On a constaté beaucoup de faiblesses, beaucoup de potentiel de relocalisation d'activités. Et donc, on a souhaité, aux côtés de l'État, on a souhaité avoir un plan de relance dédié à cette relance industrielle. Alors, il y a d'autres sujets il y a d'autres sujets de relance interne. Je vous ai parlé du logement social, mais aussi du numérique. Par exemple, on a un grand plan de déploiement du très haut débit. Mais sur la relance industrielle, on a souhaité mettre en avant 4 points. En fait, on veut renforcer notre action sur l'aménagement et l'immobilier industriel. Je vais vous en présenter un projet après. Et aussi renforcer aussi notre action sur la transition écologique de l'industrie. C'est-à-dire que on a beaucoup de projets remontant des territoires sur le développement de l'hydrogène, par exemple, ou sur de la biomasse, ou sur des infrastructures de gestion de déchets, mais aussi le développement massif de NR. Alors ça peut être ça peut être couplé aussi avec une activité industrielle. Et 2 autres points aussi qui nous semblaient importants, c'est la formation dans les métiers industriels. Alors une donnée Pôle emploi qui nous est remontée, c'était que 50 000 emplois industriels sont non pourvus. Donc on veut mettre vraiment un focus justement sur le développement des formations dans des métiers industriels. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on a identifié aussi des faiblesses sur l'aspect stratégie industrielle, et donc on veut accompagner les collectivités, que ce soit les régions ou à des échelles un peu plus petites, à définir des stratégies de relocalisation d'activités ou d'attractivité, notamment avec une démarche qui s'appelle le site clé en main, où l'État en fait anticipe toutes les démarches archéo, enviro, avant aménagement en fait. Et puis comme je vous l'ai dit, en fait, on a aussi précisé la répartition entre Banque des Territoires BPI. BPI s'attachant à investir dans le niveau corporate des entreprises, et nous, on s'attache plutôt à financer l'aménagement et les infrastructures. Donc voilà, on a une offre balisée entre les 2 métiers de la Caisse des dépôts. Et quand vous écrivez accompagner, c'est principalement financé en fonds propres ou en aide? Enfin, c'est sous quelle forme? Oui, effectivement, bonne question. En tout cas, moi, je travaille à la direction de l'investissement, donc je suis très concentré sur le fonds propre. Mais effectivement, on a la capacité de prêter aux collectivités ou globalement au secteur public sur des durées très longues. Alors ça nous est possible grâce au fonds d'épargne. En fait, la Caisse des dépôts gère les ressources issues du livret A. Et de façon réglementaire, en fait, elle peut prêter à long terme, à 60 ans, par exemple, aux collectivités pour acquérir, voire viabiliser ou dépolluer un terrain qu'elle peut rendre après à un industriel, de l'activité industrielle. Mais effectivement, on a une forte activité fonds propres. Et notre principal mode d'intervention, c'est de créer une société auprès d'un industriel avec souvent des tiers investisseurs, pour développer des projets avec plutôt des CAPEX importants.
Et un aspect important aussi, c'est que justement, on a cette volonté de développer, ou en tout cas de réindustrialiser le pays. On s'est dit aussi qu'il y avait un important déficit en termes d'ingénierie de projet. Et donc, on a une enveloppe assez conséquente qui nous permet de cofinancer auprès du secteur public, mais aussi du secteur privé, pour enclencher en fait des projets d'investissement. Quelquefois, on fait face à des blocages juridiques, techniques, économiques, et une étude préalable peut permettre de débloquer ces blocages pour mettre les projets sur le bon rail. Ouais, vous pouvez financer les études de faisabilité, quoi. Exactement, oui. Très bien, super. Vous pouvez nous présenter un exemple, peut-être? Oui, alors je voulais vous présenter le projet Lactips. Lactips, c'est une société qui s'est concentrée en fait sur le plastique biodégradable à partir de la caséine qui est issue du lait. Et donc le marché le plus fort en tout cas de Lactips, c'est la production de plastique, par exemple pour vos pastilles de lave-vaisselle qui se désintègrent entièrement dans votre lave-vaisselle et qui donc est issu du lait et non de produits pétroliers. Et donc là, parfaitement, là, on a un exemple où on a une usine en friche qui a été abandonnée par une ancienne société depuis 2 ans. Et donc cette friche-là va être rénovée et une partie des mobiliers supplémentaires va être construit. Et donc pour ce faire, il y a des capex assez importants. On crée une société civile immobilière avec Lactips, avec d'autres investisseurs. Vous le voyez sur la slide, avec une société d'éco mixte du département. Mais aussi, on veut toujours l'industriel dans la boucle, dans le tour de table. Et donc ça permet pour cette entreprise en forte croissance, qui a levé pas mal de fonds dernièrement, de concentrer ses fonds propres en fait sur son développement et non sur son immobilier qui n'est pas son cœur de métier. Et donc là, on a aussi la complémentarité avec BPI qui en fait a participé au levée de fonds corporate dans le cadre de fonds du plan d'investissement d'avenir. Et donc voilà, on a cette complémentarité entre nos deux offres qui permet à Lactips de se concentrer sur son développement et sur son développement à l'international, et sont très forts en tout cas en ce moment. Très bien, merci. Le CEMAT Lab, c'est notamment les startups et ce qu'elles peuvent apporter aux industriels. Comment, côté Banque des Territoires, vous voyez les startups et quelles sont vos interactions et vos relations finalement pour pousser les startups? Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, BPI était sur le financement d'entreprise et nous, on est plutôt sur le financement infrastructure et environnement. Mais on ne s'interdit pas, alors en bonne intelligence avec BPI, de regarder en fait des startups dans une logique de corporate venture. Donc là, vous avez par exemple une slide d'une étude récente qu'on a commandée au cabinet eCube, justement sur la filière déchets des BTP. Là, c'est tout récent, donc je peux pas vous dire sur quelle startup on a fait des due diligence, mais en tout cas pour vous donner un exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur les startups de mobilité. Et par exemple, pour vous donner une startup que tout le monde connaît, on a investi très tôt dans CityScoot, considérant qu'à l'époque, CityScoot, qui fait de la location de scooters électriques, à une époque où l'électricité dans les scooters était assez limitée, et ça donnait un plus, en tout cas ça donnait un service supplémentaire à la collectivité. Et donc on a investi très en amont dans CityScoot, et aujourd'hui en fait le développement à l'international de CityScoot ne rentre plus en tout cas dans notre doctrine. Donc voilà, vous le connaissez, mais en tout cas, on a cette volonté d'investir dans des sociétés qui rendent des services au territoire avec une forte croissance, ayant passé le POC, et qui a
en tout cas au début, c'était le cas de CityScout, a une vision, en tout cas un marché national. On n'est pas sur des startups qui visent tout de suite l'international. Ça, il y a d'autres dispositifs, notamment de PPI sur ces aspects-là. Mais en tout cas, on a cette vision d'investir dans des startups pour permettre aussi d'élargir un peu notre offre. On peut le faire sur des startups, là vous en voyez, et puis on a aussi cette faculté, je pense à CycleUp, où on a deux filiales, c'est-à-dire Aegis et ICAD, qui ont créé une spin-off. Et donc là, on a aussi cette capacité d'aider nos filiales aussi à créer des spin-offs pour un peu élargir justement le scope de nos activités. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a des questions, mais s'il y en a, c'est le moment de les poser. Donc, je vous invite soit à prendre la parole directement, soit à utiliser le chat pour poser vos questions à Benoît. J'en profite aussi pour vous signaler, parce que j'aurais dû vous le dire en introduction, que cette présentation est enregistrée. Et donc, vous pourrez retrouver les extraits sur le site InfoCiment. Désolé de vous avoir coupé, Benoît, mais je voulais déclencher les questions. J'avais pas les commentaires, donc je vois les rappels à l'ordre de Lorraine. En tout cas, moi, je suis disponible. Hein, n'hésitez pas à me contacter si c'est pas maintenant. Après, il n'y a pas de souci. Ouais, je pense que l'idée, c'est d'explorer effectivement avec chacun des participants comment vos dispositifs peuvent venir en appui de leur projet, de leur stratégie de déploiement, notamment localement, quoi. Peut-être juste un complément. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on a identifié des leviers ou en tout cas des potentiels de relocalisation ou d'internalisation d'activités fait à l'étranger dans une chaîne de production globale. On a cette volonté aussi de regarder au niveau filière si on a ces potentiels. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à nous solliciter si vous avez une vision filière pour voir si, alors on en avait parlé, mais c'est vrai que votre filière en tout cas est assez spécifique parce qu'elle est très ancrée dans les territoires, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire pour voir si on ne peut pas réinternaliser une partie de la chaîne de production qui se déroulerait à l'étranger, par exemple. Très bien, je vois qu'on a une question qui demande quel est votre rôle exactement dans l'activité. Ce que je comprends, c'est dans l'activité de l'entreprise. Oui, alors moi je suis donc à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Je m'occupe en fait de développer l'activité industrielle à la Banque des Territoires. Jusqu'à présent, en fait, quand on faisait de l'immobilier, par exemple industriel, ça rentrait en fait dans la case immobilier chez nous, mais ça n'était pas forcément mis en avant sur le côté industriel, n'était pas forcément mis en avant. Et on se rend compte que on a de plus en plus de demandes. Et que ce qu'on faisait avant, on pouvait fortement le développer. En fait, on a à la Caisse des dépôts pas forcément un problème de ressources. Là, je vous fais une remarque assez énervante d'un banquier, mais on n'a pas de problème de ressources, on a un problème de projet. Alors quand je vous dis ça, c'est que vu qu'on intervient en fonds propres, on a quand même des doctrines spécifiques, mais en tout cas, on n'a pas, comme on peut l'avoir un fonds, on n'a pas de limite en termes de fonds propres mis sur une année, par exemple. Donc l'année dernière, on a investi 1,4 milliard. Il y a 3 ans, on avait investi 900 millions en fonds propres. Donc, dit autrement, vous encouragez les industriels à vous pousser leurs projets pour que vous les étudiez. Exactement. Ouais. Et vous intervenez principalement en financement de foncier auprès des collectivités, au financement des murs et des CAPEX. Et ensuite, vous laissez l'entreprise se débrouiller avec son activité propre, c'est ça? Exactement. En fait, sur l'Actips, on va mettre X millions d'euros dans la société immobilière et l'Actips va nous verser un loyer, en fait.
la société immobilière se rembourse sur ce loyer. Sur le guichet unique, effectivement, alors notre point de contact qu'on met en avant, c'est les directions régionales. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas à contacter les directions régionales. Je pourrais vous donner les contacts des directions régionales dans la foulée. Ouais. Bon, merci beaucoup Benoît. On arrive au bout de notre temps, mais j'espère que tout le monde aura été convaincu qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à la Banque des Territoires quand on a un projet. Donc, merci en tout cas pour la présentation et votre présence ce matin. Vous restez avec nous. On enchaîne. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Le Borne, qui est le cofondateur et DG de Belleville, donc il va nous présenter. Alexandre, si vous êtes avec nous, je le vois, mettez s'il vous plaît votre micro et caméra. Bonjour à tous. Bonjour. C'est bon, ça marche? Ouais, ça marche très bien. Et du coup, je vous laisse dérouler. Impeccable, merci. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Alexandre Borne, donc je suis, comme vient de le dire Thomas, directeur général et cofondateur de Belleville. Ravi d'être là et d'ailleurs très intéressé de la présentation qui vient d'être faite, puisque je peux vous confirmer qu'aujourd'hui avec Belleville, les exemples que je vais vous montrer ou même d'autres, on en porte beaucoup avec la Caisse des dépôts dans ce principe-là justement donc d'investissement, de co-investissement et de cofinancement de projets. Enfin, de co-investissement et de financement de projets sur les territoires. Donc, je peux vous laisser passer les slides, s'il vous plaît. Voilà, donc Belleville, vous pouvez continuer. Donc, Belleville, avant tout, c'est pour décrire rapidement, nous, on est une foncière, donc on a vocation à faire l'acquisition d'immobilier, à la fois industriel, activité, logement, commerce et tiers-lieux, avec l'unique et on va dire principal objectif de créer de l'impact, impact à la fois sur le volet écologique, sur le volet économique et sur le volet social. Donc c'est notre, on va dire notre point d'action principal étant de faire émerger des projets professionnels ou personnels d'utilité voilà, d'utilité sociale ou d'intérêt général. Alors sur la slide suivante, voilà. Donc Belleville, nous on est une foncière qui est agréée ESUS, donc l'agrément ESUS signifie entreprise solidaire d'utilité sociale, c'est un agrément qu'on a depuis 2019 et donc cet agrément-là a pour vocation à justement démontrer les engagements qu'on prend au sein de la foncière, qui sont des engagements forts en termes de lucrativité limitée, en termes de gouvernance partagée, limitation des dividendes, limitation de la valeur des parts, etc. Donc pour nous c'est important puisque la vocation c'est de rechercher un impact sur les projets, dans les villes, dans les collectivités, auprès des habitants. Donc ça, c'est notre première vocation et donc on l'a encadré par cet agrément ESUS. Je vais vous laisser dérouler les slides après. Et voilà, donc vous pouvez dérouler après assez rapidement les slides. Ce sont une série de questions. Pour qui on construit? Pourquoi est-ce qu'on s'imaginerait habiter dans les lieux qu'on construit? Donc, c'est les questions, en fait, toutes ces questions-là que nous, on a pour vocation de se poser. Et c'est les raisons qui ont fait qu'on a créé Belleville. Qu'est-ce qu'on fait de notre patrimoine? Quelle est la visée du court ou du moyen terme qu'on veut pousser? Quelles sont les conséquences de nos projets? Et voilà, si on s'arrête sur cette slide, Belleville a vocation à répondre avant tout à des projets, à des enjeux de société qui sont des défis de société et qu'on le voit ici, qui sont les défis écologiques, le défi de la cohésion territoriale, le défi du logement, évidemment, en pleine crise du logement, et la question de l'inclusion sociale. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est justement nous servir de l'immobilier comme étant un outil pour répondre à ces défis-là. Donc, même si on est des professionnels de l'immobilier, archi, ingénieurs et autres, on veut utiliser l'immobilier comme un outil, comme un moyen, un tremplin qui doit permettre justement de se mettre au service de l'intérêt général et du bien commun. Et aujourd'hui, ce qu'on nous considère, c'est qu'à tout moment de notre vie personnelle, quand on achète un appartement, quand on se marie, des moments de bonheur ou des moments plus difficiles, des moments d'entrepreneuriat également, à tous ces moments-là, on est confronté à la case immobilier et on veut renverser le rapport qui existe entre le bailleur et le locataire, entre le propriétaire et son exploitant et son commerçant et son habitant. Et on veut justement accompagner ces transformations. Donc, si alors, vous continuez... c'est passionnant. Vous pouvez nous donner quelques exemples parce qu'on a hâte de voir concrètement ce que c'est. Ouais, concrètement, alors il y a plusieurs choses déjà. D'une part,
quand on veut répondre à ces questions-là, nous, on va travailler sur toute typologie d'actifs. Donc, notamment, je ne crois pas qu'il soit dans l'exemple, mais que je vais vous montrer, mais on intervient sur l'acquisition de 2000 m² d'entrepôts de logistique à Trappes pour la Fédération Envie, qui fait du recyclage d'électroménagers. Donc, on va aussi bien intervenir sur du logement conventionné que sur du logement familial. Donc, voilà, pour dérouler un petit peu les slides, en fait, voilà, les objectifs que nous, on veut se donner, vous avez à la fois des enjeux, redonner vie à des bâtiments délaissés, et à la fois des photos de nos projets, puisque vous avez ici l'école d'Albi, qui s'appelle Génération Pasteur, donc une restructuration lourde de cette ancienne école fermée en 2013 au centre-ville d'Albi, qu'on transforme en logements familiaux. Voilà, vous avez ici des vues des terrasses qui donnent sur l'ancienne cour d'école et 2 commerces qu'on porte pendant 18 ans avec des loyers modérés. Donc, on va pour favoriser le retour de commerce de proximité en centre-ville. Donc voilà, ça c'est un premier exemple qu'on va porter avec la Caisse des dépôts en co-investissement. C'est un projet Action Cœur de Ville. C'est un projet donc, qui va être également financé via le prêt du renouvellement urbain de la Caisse des dépôts. C'est un projet qu'on espère porter aussi avec Action Logement et en partenariat avec la collectivité et l'agglo d'Albi. Très bien, super. Voilà. Sur les friches un petit peu Ouais, exactement. Voilà, pour vous montrer un peu le panel assez large de projets. Alors, si justement on se demande pourquoi on touche à tous ces projets, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a vocation à répondre à des problématiques de société. Et ces problématiques-là, elles touchent la façon dont on fait la ville, comment on répare aussi cette ville d'urbanisme des années 80, fait par stylo de commerce, de logement, commerce et bureaux. Et aujourd'hui, pour répondre à des besoins de société, on a besoin d'une ville un peu plus transversale où les frontières entre les usages s'estompent. Et donc, c'est aussi la raison de beaucoup de tiers-lieux comme celui-ci, donc qui sont les Halles de la Cartoucherie à Toulouse, qui est une ancienne fabrique de cartouches. Je crois qu'il y a un intervenant après moi qui parlera de la pollution. C'est le genre de sujet qui nous intéresse sur les friches industrielles, évidemment. C'est un tiers-lieu de 13 000 m² qu'on coporte avec le collectif Cosmopolis que vous aviez à l'écran. C'est un projet qui est co-investi avec la Caisse des dépôts également, projet de 30 millions d'euros, qui regroupe une mixité d'usages assez importante au centre-ville de Toulouse. Voilà. C'est que votre valeur ajoutée, c'est notamment de trouver le financement, mais aussi de trouver un usage à ces lieux, en fait. Parce que le financement sans l'usage n'aurait pas de valeur. Ouais, exactement. En fait, on nous pose souvent la question, tiens, j'ai ça dans ma ville, qu'est-ce que tu peux en faire? Un beau bâtiment, même un château parfois. Malheureusement, quand il est vide, il vaut pas grand-chose. Et donc, on a parlé tout à l'heure, avant moi, d'ingénierie de projet. Il y a de l'ingénierie de projet, il y a la concertation, il y a de l'ingénierie de gestion, de travail avec des collectifs. On travaille avec beaucoup de collectifs qui sont très engagés, militants, qui sont des collectifs qui sont entrepreneurs. Peut-être sur les projets d'après, vous les verrez. Mais voilà, on est en train vraiment de pousser avec eux des cliquets qui sont comment on revitalise tout ce patrimoine qui est magnifique, mais qui est vide. Ici, vous avez une photo des haras de Rodez, de Station A. Station A, c'est un magnifique projet qu'on porte avec des acteurs locaux, des entrepreneurs, des restaurateurs reconnus. Et on va réinvestir ce lieu de 4000 m² d'anciens haras avec un gros projet, encore une fois aussi porté avec la Caisse des dépôts. Et voilà, donc comment on fait pour recréer des projets vivants, ouverts à tous, qui recréent du lien, de la mixité, à la fois mixité sociale, mixité d'usage, dans des villes qui sont très demandeuses en fait de ces types de projets. Sur Station A, vous avez à la fois la restauration, des ateliers, vous voyez ici une diversité de fonctions très importantes dans un lieu qui est très beau. Également, une ville qui fait partie du plan Action Cœur de Ville. Et donc, c'est en tant que foncière exploitant que vous garantissez la qualité d'usage ensuite, après la réhabilitation? Ouais, en fait, nous, on va dire que l'outil immobilier, c'est la technique. La technique, c'est bien, mais c'est un outil. On n'est pas des passionnés. Ce qui nous passionne, c'est ce qui va se passer là-dedans. C'est comment un restaurant va se mettre en place. Il y a un restaurant d'insertion qui s'appelle Lien, qui est porté par la Maison Brasse, par Véronique Brasse, qui est une restauratrice reconnue
plus que nationalement. Et donc, voilà, ce qui nous intéresse, c'est comment son restaurant va se développer, comment elle va pouvoir accueillir des personnes en insertion, former des gens, créer de l'emploi. Ça nous intéresse. Parce que ça, c'est des projets, c'est des problématiques de société. Comment ce lieu va être ouvert à tout le monde, les prix vont être accessibles à tous, comment la programmation va être accessible à toutes et à tous. Et donc après, on va mettre ça en musique sur le volet immobilier constructif. Voilà. Donc là, vous avez des petites slides d'appel à manifestation d'intérêt qu'on a mis en place pour justement créer de l'usage dans des lieux. Vous aviez ça c'est un petit centre commercial qui est passé, vous avez les photos peut-être après, je pense, de Croix-Daurade à Toulouse, qui est un petit centre commercial qui a été délaissé pendant une dizaine d'années avec des commerces, des habitants, des commerçants en place. Et on est en train aujourd'hui de le relancer. Voilà, ici, c'est des démarches qu'on mène sur Albi, sur cette école dont j'ai parlé, pour créer du commerce de proximité en centre-ville, parce que c'est ce qui fait quand même beaucoup souffrir les villes moyennes. Et voilà un petit peu sur les appels à manifestation d'intérêt. Bon, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que c'est assez bluffant et très vertueux ce que vous faites. Merci. J'aurais envie d'en parler pendant des heures. Si on a des questions, j'invite les uns et les autres à poser leurs questions. Enfin, moi, j'ai une première question, c'est comment vous intervenez sur un projet? C'est vous qui êtes à l'identification? C'est les gens qui vous sollicitent? C'est pas évident de vous connaître a priori, quoi. C'est vraiment les deux à la fois. On a des projets Albi, on a adoré la démarche, on a adoré le bâtiment, on s'est mobilisé pour le porter. On est en train de porter un immeuble une ancienne usine justement qu'on essaye de travailler à Ivry. Voilà, on a des projets sur lesquels on est moteur parce qu'ils répondent aux enjeux qu'on veut défendre, à notre stratégie de développement, à plein de choses. Et ensuite, un grand pan de notre activité, c'est justement des sollicitations de collectivités ou de collectifs ou d'exploitants. J'étais sur le cas d'Envie tout à l'heure en tant qu'industriel. Il a été évoqué aussi par la Caisse des dépôts la question de se consacrer à son cœur de métier et de mettre ses fonds propres au bon endroit. C'est toujours un débat en tant qu'exploitant. Est-ce qu'on achète son immobilier ou est-ce qu'on reste locataire pour pouvoir développer son activité? Envie, on rachète un bâtiment pour eux et en faisant ça, on va faire baisser leur loyer de près de 2 tiers. Ils vont passer de 160 000 € de loyer par an à 100 000 €, ce qui leur permet d'embaucher du monde et de se consacrer à leur activité. Donc voilà, ça c'est des éléments qui viennent. Donc il y a après beaucoup de collectifs aussi qui portent des projets et qui sont confrontés à la problématique immobilière, constructive, financière, et qu'on essaye. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille autant avec la Caisse des dépôts, puisqu'il a été dit qu'il y avait beaucoup de volonté d'investir, de soutenir des projets. La Banque des Territoires a vocation à soutenir plein de projets de territoire, mais il y a aussi des règles, des doctrines, et il faut qu'on puisse qu'on puisse accompagner ça. Donc on peut jouer aussi ce rôle d'entre deux. Très bien. Donc Laurent nous posait la question de si vous participez à Cœur de Ville, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous êtes dans plusieurs projets Cœur de Ville, c'est ça? Exact. Ouais, on est sur beaucoup de projets de cœur de ville. Il y a aujourd'hui des problématiques dans les villes qui font partie de ce plan, qui sont la question de faire revenir des familles en centre-ville, de redonner de la vie, recréer des liens, des lieux et du lien, favoriser le retour du commerce de proximité. Les villes moyennes souffrent beaucoup de cette désertification de leur centre-ville, notamment par le commerce en périphérie. Donc on essaye d'amener une pierre à ça, et c'est pour ça qu'on s'investit aussi beaucoup dans les villes du plan Action Cœur de Ville. Et on a une question sur des villes de taille plus petite, donc des villages, des réhabilitations de bâtiments de caractère. En village, la question c'est de ça? Ouais. Vraiment, en fait, on a racheté récemment un petit château en Aveyron à Arvieux, qui est un village. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font parce que c'est bluffant. Et on porte ça avec 2 coopératives locales, dont une qui s'appelle Laetis, qui est une coopérative qui a créé 20 emplois dans un village de 800 habitants. Et leurs salariés viennent de Rodez pour venir travailler à Arvieux, ce qui est marrant. Et donc, on participe à recréer un lieu dédié à la transition écologique au sein du village et du logement. Donc ça, c'est des dynamiques qui sont excellentes. Il y a beaucoup de petits villages qui nous appellent. Donc maintenant, il faut on peut pas, comme je disais tout à l'heure, on peut pas inventer les porteurs de projets non plus. Donc on doit aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'accompagner ces porteurs-là locaux, parce que c'est eux qui créent la richesse. J'imagine que vous êtes un lien entre les élus locaux, les porteurs locaux et les industriels ou les entreprises qui peuvent mettre en œuvre aussi, quoi.
Exactement, sur le volet de l'exploitation, sur le volet de l'usage. Et après, on fait ce lien aussi sur la dimension immobilière, donc avec les financeurs, les banques, les investisseurs également. Donc c'est vraiment en fait voilà, cette articulation entre tous ces mondes qui fait que aujourd'hui, en gros, il y a une grosse perte de valeur entre un projet de société porté par des acteurs locaux et puis il y a un moment où on met tout ça dans une boîte très normée. Et aujourd'hui, ce qui crée de la richesse dans une ville et ce qui crée de l'activité, du dynamisme, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu plus atypique, un petit peu plus voilà, un petit peu plus différenciant. Et ça, il faut arriver à le cadrer aussi, quoi. Bon, ben j'aimerais parler de ça toute la journée avec vous, parce que je trouve personnellement ces sujets inspirants. Merci. On va devoir s'arrêter là. Vos coordonnées seront diffusées. Vous avez des applaudissements, vous voyez. Donc, avec bravo. plaisir. C'est gentil. Et bravo pour ce que vous faites d'une manière générale, et merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Thomas. Merci à tous, c'est très bien. À bientôt, Alexandre. Oh putain, Euh, je viens de me connecter. Aïe. Antonin, est-ce que vous êtes avec nous? De Telux. Oui, tout à fait. Et ben voilà, c'est à vous. Donc on entame la partie pitch de startup. C'est vous qui ouvrez le bal. Donc vous êtes le fondateur de Telux. Vous allez nous dire ce que vous faites sur l'analyse de la pollution des sols, notamment dans les friches. Tout à fait. Donc, écoutez, merci de me permettre de présenter le projet donc Telux. Donc c'est un projet qui est un peu spécifique. Donc on est vraiment sur un projet vraiment uniquement technologique. Voilà, on est accompagné par différents incubateurs pour formaliser le projet, donc notamment l'ESA. Donc le projet, donc moi je suis géologue à la base, donc j'ai travaillé sur vraiment en laboratoire sur de la recherche fondamentale dans le cadre d'une thèse, et j'ai mes associés qui eux sont professeurs universitaires en mathématiques et en chimie analytique, et donc vraiment on s'est retrouvés autour de la technologie pour créer Telux. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite apporter, c'est-à-dire des solutions de caractérisation de toute matière minérale, et en particulier donc, sur l'environnement pour étudier la pollution des sols. Et donc, société a maintenant 1 an et demi, on a fait les premiers clients, on a fait la levée de fonds, donc on a maintenant une équipe de 9 ingénieurs depuis cette semaine. Et on espère continuer à se développer à ce rythme-là dans les mois qui viennent, pour pouvoir apporter des solutions à la réhabilitation des friches. Alors, sur la diapo suivante, tout simplement un petit astuce pour vraiment insister sur le fait qu'on soit du moins une startup deep tech, c'est-à-dire qu'on a vraiment on prend une technologie et on l'amène sur un secteur, et on a forcément un grand programme de développement que je vous présente maintenant. Ce qu'on souhaite apporter, c'est une solution à la problématique de l'analyse des sols pollués. Donc en fait, on a des analyses de sols qui sont extrêmement complexes à mettre en place, puisqu'on va faire des prélèvements de sol avec une machine de forage, et ensuite envoyer des échantillons en laboratoire. Donc au final, on a une forte, on va dire, disparité entre le nombre d'échantillons dont on dispose sur une parcelle de terrain, sur une friche industrielle, et l'hétérogénéité de la pollution dans les sols. Donc souvent, on arrive en phase de travaux avec finalement peu d'informations sur ce que contient le sol. Donc les problématiques, ça va être dans la phase opérationnelle, devoir, dans le pire des cas, un arrêt de chantier, le temps de faire les analyses, mais de manière générale, des stockages temporaires et plusieurs manutentions de déblais qui vont quand même limiter l'optimisation des chantiers. Donc peu de visibilité avant les travaux et pas de réactivité pendant les chantiers liés à la durée que prennent les analyses. Donc sur la diapositive suivante, simplement pour situer les enjeux, la conséquence va être un manque de visibilité, enfin un risque financier lié à pas de visibilité sur les coûts, sur la durée des travaux de dépollution, et simplement pour avoir un petit repère sur le coût de l'évacuation des déblais. Donc une fois qu'on a une terre polluée ou inerte, en fait le coût va varier de 12 € la tonne à 150 € jusqu'à 1 000 € la tonne dans les cas de déchets très dangereux sur des pollutions un peu particulières. Donc il y a vraiment un enjeu économique, j'entends, sur sécuriser les plans de travaux, et également directement sur la valeur et la valorisation des déblais en eux-mêmes, ce qui peut gréver le projet de réhabilitation. Alors la solution que nous on souhaite apporter, donc je vous l'ai dit, c'est très technologique. Sur la diapo suivante, c'est de la caractérisation, d'abord notre promesse, nos objectifs, donc c'est d'accélérer et dérisquer donc la dépollution des sols et la valorisation des déblais. Alors voilà, ce qu'on va mettre en place, c'est un système d'imagerie spectrale, donc qui va permettre une analyse extrêmement détaillée, et on va pouvoir l'automatiser par un système d'intelligence artificielle. Donc en fait, l'idée, ça va être de pouvoir faire ce que fait le laboratoire grâce à une intelligence artificielle, mais de le faire instantanément et à très haute résolution. On va décliner ce concept-là sur différents produits qui vont pouvoir répondre à toutes les étapes d'un projet de réhabilitation, du diagnostic
à l'excavation des déblais jusqu'à la valorisation des déblais et leur recyclage. Et l'idée, ça va être du coup de commercialiser des équipements prêts à l'emploi pour tous les acteurs. On ne va pas forcément souhaiter être nous-mêmes des fournisseurs de services, mais plutôt des équipementiers. Alors sur du coup notre solution plus concrètement, je crois, sur la slide suivante, je vous présente vraiment ce qu'est notre concept. Donc c'est de l'imagerie hyperspectrale. Alors on l'a fait au laboratoire pendant de nombreuses années. Maintenant on l'applique sur des sols pollués, des cas vraiment concrets. On a déjà des premiers clients qui en sont très satisfaits. Et donc concrètement aujourd'hui, pour diagnostiquer un sol pollué, là où on prenait un échantillon et que l'on envoyait en laboratoire, nous on vient récupérer le carottage complet, c'est-à-dire que c'est un tube de sol qui contient vraiment le sol en place, un échantillon vraiment complet, et on vient le scanner de manière intégrale. Ce qui nous permet de donner la concentration en polluants au niveau d'une image et de pouvoir localiser très précisément la pollution. L'idée derrière, c'est de pouvoir optimiser les processus de dépôle, que ce soit on fait de l'extraction, on sait précisément les strates à dépolluer, on peut trier les zones les plus polluées pour optimiser leur recyclage, et on peut également, quand on va faire des traitements in situ, donc vraiment dans le sol, pouvoir injecter les traitements ou pomper les polluants de manière extrêmement précise et efficace. L'idée, c'est de pouvoir être... Aujourd'hui, on a constitué un laboratoire fixe. L'idée, c'est de maintenant aller directement sur les chantiers pour pouvoir aller sur des habitations de grandes friches et pouvoir en quelques semaines cartographier la pollution extrêmement rapidement. Ensuite, on a aussi un programme R&D très, très intéressant sur la deuxième slide qui consiste à caractériser les déblais cette fois-ci pour notamment les centres de stockage qui vont récupérer énormément de déblais pour répondre aussi à une problématique de traçabilité des déblais. C'est de faire le même concept que ce qu'on fait actuellement sur des carottages sous gaine, mais de le faire en temps réel pour pouvoir filmer en continu des déblais qui passeraient sur un convoyeur de gravat, donc un chenillard, et de pouvoir simplement trier en fonction d'un seuil inerte, non inerte, ou dangereux, non dangereux, ou en fonction de la nature des matériaux, ce qui va nous permettre du coup d'être caractériser les matières premières minérales en vue de leur recyclage. Et sur la diapo suivante, un troisième axe de développement pour nous, c'est la miniaturisation du système. Et aujourd'hui, on réalise un tri à l'aide d'un appareil portable qui n'est pas encore très compact, on va dire, et qui marche encore sur le secteur. Et l'idée, c'est de pouvoir louer aux entreprises de dépollution, aux bureaux d'études, un système portable qui leur permettrait d'augmenter le nombre de mesures qu'ils font sur un site, principalement en amont ou lors de l'excavation, pour vraiment offrir de la résolution, plus d'analyse et optimiser, réduire les coûts de ces étapes-là. Alors, notre modèle, comme je dis, aujourd'hui, on fait beaucoup quand même de R&D, on développe nos solutions V2, V3, et pour financer tout ça, on fait du diagnostic à l'aide de la V1 que je vous ai présentée. Ça nous permet de localiser très précisément les seuils de coupure, c'est-à-dire le seuil à partir duquel l'ADREAL a considéré que la dépollution devait être effective ou la pollution pouvait être laissée en place malheureusement. Et donc pour ça, on fait de l'imagerie de carottage sous gaine. Et l'idée, c'est de développer donc nos V2, nos V3 pour là aller s'adresser plutôt aux gestionnaires de chantier en leur louant ces appareils-là. Donc on a déjà quelques commandes qu'on est en train de mettre en place. Et là, du coup, c'est d'aller vraiment vers ce modèle économique plutôt d'équipementier plus que de bureaux d'études et de fournisseurs de services. Alors, simplement pour citer un peu la concurrence, aujourd'hui on est la seule technologie, donc cette technologie d'imagerie hyperspectrale qui va permettre d'avoir suffisamment de cadence pour caractériser les volumes importants qui sont générés dans les projets de réhabilitation. Notamment, on va être moins potentiellement sensible qu'une analyse en laboratoire classique, notamment sur les polluants émergents, mais néanmoins quand on est sur des grands volumes, quand on est sur des seuils de pollution assez importants, détecter le seuil entre le non dangereux et le dangereux, par exemple, là où on a de fortes implications financières, c'est là où on va être le plus efficace aujourd'hui. Alors aujourd'hui, du coup, on va rechercher deux choses. Donc c'est effectivement réalise des prestations diagnostiques dans les phases d'acquisition de terrain, donc pouvoir évaluer notamment le coût de la dépollution avant l'acquisition et savoir aussi si les usages prévus dans un projet vont être
potentiellement réaliste ou pas du tout, donc avec une analyse qui va être plus précise que ce qu'on va faire habituellement en laboratoire, et également quand on est en phase vraiment travaux, plan de travaux, de faire un chiffrage précis de la dépollution, soit pour le promoteur pour faciliter sa contractualisation, soit pour optimiser les coûts directement en sous-traitance de l'entreprise de dépollution. Ça, c'est pour notre V1. Et ensuite, aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment chiffrer la plus-value du tri sélectif sur chantier des déblais. Et pour ça, donc ça, c'est nos V2, V3. Et on va rechercher des partenaires travaux promoteurs qui vont pouvoir nous fournir des sites contaminés un petit peu emblématiques dans une région sur lequel on va pouvoir vraiment faire un site pilote et tester toute l'approche qu'on souhaite mettre en place avec TELUX. Et également, du coup, un partenaire aidé. Donc là, on en a déjà pas mal, puisque c'est un petit peu là d'où on vient, notre origine. Et finalement, dans ce contexte-là, on a vu qu'il y avait aussi, par exemple, la caisse des territoires, mais il y a aussi des dispositifs comme le CR qui permettent vraiment d'être incitatifs pour tester et mettre en place ce genre de solutions sur des projets de réhabilitation de friches. Voilà. Donc nous, l'objectif, ça serait de faire ce type de projet pilote pour vraiment identifier les mécanismes d'optimisation financière des projets de réhabilitation. Merci Antonin, message bien compris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Antonin après 10 heures dans une salle séparée, donc pour les questions et éventuels besoins d'approfondissement, vous avez encore un peu de temps, restez avec nous. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne pour rester dans le timing. Bonjour Pauline, bonjour Pierre. Vous êtes avec nous, je vous invite à mettre votre micro et votre caméra. Alors, bonjour. Donc, pour la présentation, ce sera moi et Pierre sera présent pour les questions à partir de... Parfait. Et ben, on y va. Alors, du coup, Pauline Coche, je me présente. Je suis la fondatrice de l'entreprise Citowi. Alors, pour la petite histoire, donc moi, à la base, je suis architecte de profession et puis à un moment donné, je m'excuse, il y a des travaux qui viennent de démarrer juste à côté, donc il va y avoir un petit peu de bruit. Donc pour la petite histoire, donc moi je suis architecte de profession et puis à un moment donné j'ai eu envie de savoir en fait comment allaient vieillir les bâtiments que j'étais en train de dessiner et de concevoir, et je suis retournée à l'école des ponts et chaussées faire un master et développer un premier prototype sur le vieillissement en 3D du béton armé. Donc ça m'a permis de lancer l'entreprise, et aujourd'hui ce qu'on voit en fait à la fois en phase de conception mais aussi de gestion, c'est qu'il y a une incapacité à anticiper le vieillissement des bâtiments. Et du coup, ça ne permet pas de mettre en place des stratégies de maintenance et d'investissement qui sont optimisées. La majorité des acteurs mettent en place du curatif, et ce qui est extrêmement onéreux. Donc, nous, ce qu'on développe, c'est une technologie qui permet en fait de simuler et d'anticiper le vieillissement des bâtiments. On a démarré par tout ce qui est clos et couvert, et notamment béton armé. Et ça permet deux axes. Donc le premier, c'est d'optimiser tous les budgets de maintenance et d'investissement en passant de solutions purement curatives à des solutions qui sont prédictives et donc moins onéreuses, qui vous permettent aussi d'anticiper, qui permettent à nos clients d'anticiper. Et ça permet aussi d'améliorer les performances environnementales des bâtiments, parce que si vous allongez la durée de vie des matériaux et des bâtiments, et bien de facto, vous allez consommer moins de ressources, vous allez produire moins de carbone et vous allez consommer moins d'énergie. Donc en fait, vraiment pour nous, un bâtiment durable, c'est un bâtiment rentable. Et les deux vont dans le même sens. Je vais prendre un exemple, le premier qu'on a traité, c'est le théâtre Sénart, une collectivité donc, qui est venue nous chercher. Est-ce qu'on peut revenir un peu avant, s'il vous plaît, au niveau des diapos? C'était un théâtre qui a été construit, qui a coûté 42 millions d'euros et dont la façade tombait par panneau. Et donc, ce qui allait se passer, c'est qu'il allait y avoir une opération de dépose et de repose de la façade, ce qui coûte plusieurs millions d'euros. Donc nous, en fait, on a juste compris ce qui se passait, pourquoi les panneaux tombaient. On a optimisé tout un plan de travaux et de maintenance sur les 10 prochaines années. Et on est resté dans un budget d'OPEX donc de 10 000 euros par an. On a évité cette opération à plusieurs millions d'euros. Et on leur a permis, de facto, en empêchant, je dirais, la dépose et la repose d'une façade, on leur a permis de réduire de 73% leur empreinte carbone. Donc voilà, c'est un peu pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Donc nous, aujourd'hui, on a 2 ans et demi d'existence, on a analysé plusieurs bâtiments, on a quelques heures de R&D à notre actif, on a été labellisé, donc French Tech Seed. On a aujourd'hui une équipe composée de 7 personnes avec des profils qui sont tous différents.
des docteurs en matériaux, en physique, en mathématiques. On a eu un économiste de la construction, on a un développeur, moi-même je suis architecte, on a une ingénieure en génie civil, on va aller chercher un thermicien. Donc on a vraiment une équipe qui est très pluridisciplinaire et qui permet en fait de répondre à cette question qui pourrait sembler très simple, de savoir comment vieillit un bâtiment. Si vous pouvez avancer et passer à la diapositive suivante. Donc, ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi, c'est faire des missions d'AMO. Donc, on a vraiment compris quels étaient les besoins de nos clients. Et ce qu'ils nous ont demandé, c'est de développer un outil qui leur permettrait d'être autonomes sur l'ensemble de leur parc, puisqu'on n'allait pas passer bâtiment par bâtiment sur chacun de nos clients. Donc, on a développé cet outil qui s'appelle Predibat, qui est disponible depuis janvier de ce mois-ci, enfin de cette année. C'est un outil qui permet en fait véritablement de je dirais donc d'une part de structurer les bases de données patrimoniales. On travaille en BIM, donc avec des maquettes IFC. Donc si vous n'en avez pas et si nos clients n'en ont pas de panique, puisqu'on a développé en fait un générateur de maquettes qui permet sans compétences BIM, sans compétences IFC, de générer une maquette 3D en quelques minutes et en quelques clics, donc très rapidement. Ce qui va permettre en fait derrière d'étudier les risques géographiques. Donc là, on a plusieurs risques qu'on étudie. Il y a l'air, à l'eau, on va étudier les vents, on va étudier le solaire, on va étudier la pluie aussi. Donc l'ensemble de l'impact de l'environnement sur le bâtiment. Et puis, si vous pouvez avancer, on va arriver sur la partie prédictive. Donc là, vous avez un extrait de ce qu'on peut faire sur, par exemple, de la corrosion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va comprendre comment vieillissent les différents éléments du bâtiment, et non pas seulement d'une manière globale le bâtiment. Donc, on a des éléments dans un bâtiment qui sont plus ou moins exposés, qui sont plus ou moins à risque et qui vont vieillir de manière différente. Et donc, derrière, on va pouvoir les traiter et avoir, je dirais, des opérations qui sont différentes et calibrées en fonction du risque. Donc, c'est là ce que vous pouvez voir. On a des indices de dégradation et puis après, on voit très précisément avec des modèles quel est le vieillissement et quels sont les différents phénomènes qui arrivent. Si vous voulez, on peut continuer. Et derrière, on va pouvoir en fait sélectionner et chercher quelle est la meilleure stratégie de maintenance et d'investissement. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Ce qui est important, c'est de pouvoir optimiser votre stratégie de maintenance et d'investissement en fonction les budgets à disposition. Combien d'argent vous disposez cette année, quelles sont les priorités, comment est-ce qu'on alloue cet argent et quel est votre objectif de durabilité, est-ce que c'est 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans, et aussi en fonction du CO2. Donc là, on va pouvoir vous dire, telle stratégie, elle vous coûte peut-être 5% plus cher, mais en fait, vous allez économiser 50% de CO2 par rapport à une autre stratégie. Ce qui est vraiment important, c'est de trouver la stratégie la plus adaptée par rapport aux objectifs de nos clients et aussi d'arriver à mettre le bon matériau au bon endroit. C'est d'apporter cette connaissance-là. Et de facto, du coup, nos clients ont une vue globale sur l'ensemble de leur patrimoine. Ils sont capables de prioriser leurs opérations, de savoir dans quel état se trouve leur bâtiment et c'est ça qui va les intéresser. Ils sont autonomes et on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie de la plateforme pour que des financiers, des assets, mais aussi des techniciens puissent la prendre en main. Je vais terminer avec un exemple de ce qu'on est en train de faire. Voilà, on travaille notamment avec Immobilière 3F. On a commencé par une première opération donc, de réhabilitation sur Port-Marly et puis là maintenant on est en train de travailler sur l'optimisation de leur plan stratégique de patrimoine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une boucle de valeur. On extrait des données de chez eux. Donc, ils ont déjà en interne des données qui sont intéressantes. On passe très rapidement de la 2D à la 3D. Donc, on a automatisé tout ce passage-là à la 3D à partir des données qu'eux ont en base. On va fiabiliser aussi leur base de données patrimoniale puisqu'on a comparé ces bases de données. On a mis en exergue je dirais les irrégularités. Donc on la fiabilise et puis après on va faire tout ce qui est simulation, on va optimiser les stratégies de maintenance et d'investissement, ce qui va permettre en fait d'enrichir, je dirais d'enrichir tout leur plan stratégique de patrimoine et d'améliorer donc la planification des travaux. Donc nous ce qu'on va faire, juste pour conclure, c'est qu'on permet en fait d'harmoniser, de structurer et de mettre à jour donc les bases de données patrimoniales, de générer très rapidement du BIM sur de l'existant. Très rapidement, ça veut dire en 2 minutes avec 10 données.
et sans compétences, ce qui permet en fait de générer sur un parc un référentiel, de cartographier l'ensemble du bâtiment, d'arbitrer les priorités d'investissement et de répondre à la question suivante, c'est pour chaque année, où va mon effort d'investissement et de maintenance. Voilà, donc on peut travailler à la fois sur de l'existant, on peut travailler sur du neuf, et on travaille aussi sur de la valorisation d'actifs, puisque le vieillissement et l'état des actifs ont un impact direct sur leur valorisation. Merci Pauline, c'est très clair. Je vous invite à rejoindre Pauline et Pierre dans la meeting room qu'on a préparée à cet effet. Vous avez déjà quelques questions, regardez Pauline dans le chat. Ok, avec plaisir. Avant de vous déconnecter. Et on a quelques minutes de retard, donc je passe rapidement la parole. Merci beaucoup. Je passe rapidement la parole à Suzanne de Builders. Prendre le temps nécessaire pour nous expliquer Builders. Et je t'invite à partager ton écran, ton micro et ta caméra. Alors normalement c'est bon pour le micro et la caméra. Là, je t'entends bien et ton image est en train d'arriver, c'est parfait. Alors c'est parti. Entendu. Bon, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais prendre un petit pas de recul par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisque nous, on travaille sur la partie amont, vraiment la partie développement immobilier réinventé. Je suis ingénieur et urbaniste de formation et j'ai cofondé Builders en 2016 pour pouvoir travailler sur rien de moins que la résorption de la crise du logement en essayant d'apporter le plus d'informations possible entre les différentes parties prenantes, opérateurs immobiliers, qui font du développement, collectivités et propriétaires fonciers pour que cette triade puisse avancer le plus vite possible. Donc si je pouvais avancer la diapo, merci. Et puis même la suivante pour avancer un petit peu. Alors, ce que fait Builders aujourd'hui, c'est que le Builders est un logiciel en ligne qui permet donc aux différentes parties prenantes, promoteurs immobiliers, architectes, concepteurs et aux collectivités de concevoir des projets immobiliers, donc très en amont, de la plus haute qualité, urbaine et environnementale évidemment, de façon la plus rapide possible, grâce au numérique, aux données et à l'intelligence artificielle et à des algorithmes qu'on a développés en interne. Alors, je précise que la structure est indépendante. Aujourd'hui, elle est détenue par ses opérationnels et on est 25 au sein de l'équipe. Si vous pouvez avancer, merci beaucoup. Donc, on est indépendant, mais ça veut dire qu'on génère du chiffre d'affaires et on se situe dans le cadre d'un marché qu'on appelle le marché du développement immobilier digital, qui est de presque une dizaine de milliards à l'échelle Europe et US, sur des marchés similaires aussi en termes de valeur, sur la partie résidentielle, bureau, tout type d'activité, mais sur le volet vraiment initial de ce marché, c'est-à-dire celui du développement. Comment je vais pouvoir identifier un terrain, signer un permis de construire et signer une promesse de vente et obtenir la partie réglementaire de ces différents éléments. Donc, vous entendez tous les jours parler de la lenteur des chantiers et on a bien vu avec les problématiques de pollution qui ont été montrées tout à l'heure, notamment puisque c'est souvent un sujet en renouvellement urbain que finalement les chantiers prennent plus de retard à plein d'égards et il y a pas mal de startups qui travaillent sur cette problématique-là. Et chez Builders, on se préoccupe de la partie montage, donc on voit ici entouré, c'est-à-dire terrain et permis de construire, qui est en amont de la partie commercialisation et chantier. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que cette partie-là est 2 fois plus lente aujourd'hui que le temps de chantier en tant que tel. Donc avec moins de gêne pour les voisins ou pour la partie collectivité, mais malgré tout, une piste d'amélioration et une opportunité de travailler sur le fait d'aller plus vite sur ces deux volets-là. C'est plus lent parce qu'on utilise toujours des outils extrêmement artisanaux et extrêmement manuels pour travailler sur la partie conception de chaque opération d'aménagement et immobilière, alors même que le contexte est de plus en plus compliqué. À nouveau, on a parlé de pollution tout à l'heure, on est en secteur de renouvellement urbain quasiment tout le temps. Aujourd'hui, c'est devenu une doxa nationale que de travailler la ville sur elle-même. On est dans le dogme du zéro artificialisation nette. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup plus de complexité et d'informations complexes à gérer dans le cadre de cette conception. Si vous passez à la diapo suivante, puis rapidement, donc effectivement, grâce à ce que Builders apporte, et je vais vous montrer comment ça fonctionne, aujourd'hui on peut garantir à nos clients
promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, collectivités, de générer les opérations avec le plus grand nombre de points de qualité, de façon rapide et fluide, et avec le plus de mètres carrés possible en fonction de la programmation souhaitée. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous montrer ça avec la diapo suivante. Allez-y. Merci. Donc, en fait, ce que Builders a généré, c'est un certain nombre d'algorithmes qui permettent de générer des études de faisabilité, comme celles que vous voyez ici, qui prennent en compte les infrastructures, donc notamment les nappes de parking réglementairement obligatoires, qui génèrent des études de faisabilité les plus importantes possibles en termes de surface de plancher, et qui sont ensuite retraitées directement, puisque ce sont des objets et non pas des images, par l'utilisateur, qui n'a pas besoin, encore une fois, un peu comme Citowi, il y a beaucoup d'ergonomie dans la plateforme, qui n'a pas besoin d'être un technicien ou un ingénieur pour pouvoir y accéder, pour pouvoir travailler sur sa future opération. Et il va pouvoir générer l'enveloppe qui lui convient le mieux en fonction des différents critères, ensoleillement du bâtiment, taille des logements, future opération, et aller de plus en plus vite, finalement, vers l'échange et des différentes parties prenantes. Et allez-y si vous voulez avancer. Merci. Et donc, les trois sujets qu'on apporte à nos trois grands piliers, les valeurs qu'on apporte à nos clients, c'est la fiabilité de ce que produit Builders. Toutes les opérations et tous les projets qui sont au sein de Builders, en fait, répondent à toutes les obligations réglementaires et notamment celles des plans locaux d'urbanisme qui sont de plus en plus complexes aussi. Donc, la fiabilité. Le deuxième point, c'est la rapidité, pouvoir échanger avec les autres parties prenantes, notamment les architectes qui, dans une phase ultérieure, vont pouvoir insérer, comme vous le voyez à l'image, leur maquette BIM pour pouvoir travailler au sein de Builders. Et enfin, évidemment, plus de parts de marché, puisque on peut repérer l'ensemble des terrains qui sont immutables, sur lesquels une opération immobilière peut être rentable pour un futur opérateur. Donc voilà les trois sujets que je voulais aborder avec vous pour vous le montrer. Et puis, si vous avancez un petit peu, donc voilà ce que fait Builders, je ne vais pas le répéter. Pour vous donner quelques références, donc on travaille aujourd'hui sur plus de 11 métropoles à l'échelle nationale, avec des grands comptes aussi bien que des structures beaucoup plus petites, des promoteurs immobiliers, des bailleurs sociaux, des collectivités également qui nous font confiance. Et aujourd'hui, nos clients font plusieurs centaines d'études de faisabilité par mois au sein de Builders, et ça n'est que le début. Donc voilà, je serais ravie d'échanger avec vous dans la salle qui sera l'objet de notre échange dans quelques minutes. Merci beaucoup Suzanne, c'est passionnant et on a très envie de voir ce que le digital et l'intelligence artificielle peut faire pour moderniser les codes un peu traditionnels de l'amont des projets. Il me reste à tous vous remercier, tous les intervenants d'aujourd'hui, à nouveau des sujets passionnants. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous indiquer que nos prochaines séances sont prévues aux mêmes horaires, le 20 mai sur la résilience climatique, le 17 juin sur l'économie circulaire et la mixité des matériaux, le 23 septembre sur l'ingénierie bas carbone, et le 18 novembre sur l'industrialisation du chantier et la construction hors site. Autant de sujets passionnants sur lesquels on a hâte de vous retrouver. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter des bons échanges avec les startups et une excellente fin de semaine. Merci à tous.